Hello, everyone. Welcome. This is the International Bonjour à tous, Coalition, our ninth bienvenue. C'est la Coalition internationale pour la paix. C'est la 93e rencontre de cette Coalition internationale pour la paix. Je suis Anastasia Battle, co-modératrice avec Denis Small et Denis Speed. Je veux remercier tous les participants, que ce soit les anciens ou nouveaux participants. Et dans la deuxième partie, vous pourrez participer en levant la main, 3 minutes chacun. Et donc, n'hésitez pas à vous présenter, de quel mouvement vous êtes, ou si vous parlez en tant que vous-même. Et voilà, n'hésitez pas à intervenir, c'est très important. Dans cette deuxième partie, vous pourrez lever la main à ce moment-là. Et donc ce mouvement international, cette coalition a été créée pour unir les mouvements pour la paix, pour qu'ils s'unissent, voilà, au-delà des idéologies, car il faut être unis si nous voulons accomplir une véritable paix. Si vous êtes pour la paix, vous êtes les bienvenus ici. Nous aurons différents premiers intervenants de leaders pour la paix. Et donc, elle a mis dans le Zoom, dans le chat, le, l'ordre du jour, les différents intervenants. Et donc, je vais essayer de le mettre en français également. Donc, tout d'abord, Helga Zepp-Larouche, la fondatrice de l'Institut Schiller et initiatrice de cette coalition internationale pour la paix, va commencer. Yes, hello. Good day to Oui, everybody. bonjour, bonjour à We tous. are, Je in pense a que decisive nous atteignons situation un in moment Europe. décisif What I want de to changement décisif dans la situation actuelle. direct it Et to the donc, end of the il y a crisis la question de la résolution de la crise en Ukraine a real effort et again from ensuite un effort réel. Il y a un effort, un grand effort Putin des politiciens occidentaux, by des médias bringing him occidentaux, into a situation where he would de coincer simply Poutine, reject de le mettre dans une situation où il rejetterait Trump's so-called ceasefire l'offre de cessez-le-feu, la proposition de cessez-le-feu de Trump. and so Mais Poutine a été très intelligent, très malin. President Et Trump donc, les dernières put nouvelles, c'est que on his le président Trump Twitter a mis sur sa chaîne hashtag Truth Channel, de son réseau Truth Channel, il a dit qu'il a eu une très bonne conversation avec Poutine et il pense que, basé sur cela, il y a une très bonne chance que la guerre However, va huge amounts s'arrêter, of mais en Ukrainians tout cas, il y a toujours des milliers bunkers recently d'Ukrainiens qui sont entourés par l'armée and russe dans la région de this Koursk only again et qu'il a vraiment fortement demandé à Poutine que leur vie soit sauvée. that is Et on the bien table sûr, c'est sur la table et what Putin ce, said ce que Poutine a dit, recently en before gros, is that avant, when we answered c'est he didn't que answer qu'il no il n'a pas répondu request non for aux uh, demandes immediate de, ceasefire de cesser le feu, but he had pointed to the mais il a pointé difficulties which have il a parlé des nombreuses difficultés, dont il a déjà parlé, qu'il y frontline a une frontière de and 2000 kilomètres the et que ceasefire would si only le cessez-le-feu était seulement utilisé pour the Ukrainians regrouper, pour renforcer les Ukrainiens, pour qu'ils puissent ensuite recevoir plus d'armes, qu'ils entraînent des soldats, des nouveaux more soldats, productive and qu'ils therefore gagnent du temps, qu'ils prennent du temps pour cela, donc ce ne serait pas acceptable. Il faut avoir des now garanties de sécurité. a major Et c'est en tout cas une percée is majeure, the parce que bien sûr, the fact that Trump and Putin le are fait que talking Trump et Poutine se parlent directement recently ensemble, avec avec was Witkoff, yesterday qui était à Moscou apparemment hier, on qui a the briefé details Poutine sur les détails the discussion in de la Saudi Arabia. discussion en Arabie Saoudite. So this, I think, is Je pense truly a que promising c'est promising sign. c'est un signe extrêmement Now, prometteur. obviously, that is Et bien sûr, it's still in a very delicate nous sommes toujours dans une situation. dans So une the fact position that très the délicate. Ukrainian military side of it Mais is étant saying it's donné just a question of que time when this war will qu'il y a dans la be situation, en fait, finished.
En fait, il est clair de toute façon que c'est seulement une question de jours. Quand est-ce que ça aura lieu? Mais étant donné que l'armée ukrainienne perd, elle perd de toute façon. La question, c'est quand est-ce ça va être officialisé. Et aujourd'hui, tout cela, ces discussions ne veulent pas dire que nous sommes sortis du danger. Nous sommes toujours dans une situation très dangereuse. Et on peut voir ça notamment avec la poussée incroyable de militarisation pour la militarisation en Europe. Et c'est vraiment incroyable. Il y a notamment le Duda, le Premier ministre polonais demande l'arme nucléaire pour la Pologne. Il veut doubler la taille de l'armée polonaise de 250 000 soldats à 500 000. Et il y a donc des efforts pour, euh, pour que pour le plan européen de réarmement qui a été proposé par von der Leyen. C'est l'idée de d'avoir il y a le 19 mars, ils vont lancer les bons européens, Eurobonds, pour financer tout cela. Et il est intéressant de voir que le chef d'un magazine Difesa Online, d'un magazine de défense, Gian Andrea Giaiani, il a correctement dit que le programme de réarmement de l'Europe, ce n'est pas un programme, une stratégie de défense, mais c'est un plan financier pour transférer des plans financiers vers des investissements pour que ces investissements nourrissent l'industrie militaire. Il a comparé cela au programme de 1935 des fascistes italiens qui ont demandé aux Italiens de donner leur or, si j'ai bien compris, aux Italiens de donner leur or pour financer la guerre en Éthiopie. Et aujourd'hui, le Bundestag en Allemagne a eu un vote et la CDU, CSU, les sociaux-démocrates et les Verts ont eu un accord sur le budget, ont eu un accord pour entrer dans une négociation de coalition. Je n'ai pas encore les détails, mais c'est euh, 400 milliards, un plan de 400 milliards pour des investissements militaires, euh, un autre pour un plan pour les infrastructures aussi, pour développer principalement la logistique pour le militaire, et, et aussi et un plan pour les Verts, pour le climat et pour faire en sorte que les Verts soutiennent ce plan. C'est très douteux tout cela parce que cela a été voté par le vieux Parlement qui vient qui n'est plus là, qui n'est plus en exercice. Et les Verts qui ont été perdus, les Verts notamment, en fait, ils sont plus dans le nouveau gouvernement, mais là, actuellement, avant que le nouveau gouvernement soit formé, c'est des gens comme ça qui programment, qui décident ce qui va être fait. Donc, il y a la Cour constitutionnelle, justement, qui va statuer si est-ce que cela est légal ou pas, cet accord de ces gens qui ne sont plus élus. Donc des gens veulent dénoncent la légalité de cette procédure, de cet accord. Et toute la situation européenne est vraiment en train d'aller vers la militarisation. Par exemple, il y a Rheinmetall, qui est le plus grand producteur d'armes allemand. Ils viennent d'annoncer qu'ils ont un plan pour qu'ils ont un plan une usine, ou j'ai pas compris, une usine d'automobile qui devait être fermée. Et ils ont dit donc qu'elle ne va pas être fermée finalement. On va construire des tanks finalement dans cette usine. C'est Rheinmetall. Et donc il a décidé ça, de reprendre cette usine. Et le BlackRock est le principal actionnaire de Rheinmetall. Et le futur probablement chancelier avait un rôle important, soit dans Rheinmetall, soit dans BlackRock, ou les deux. J'ai pas bien compris. Et donc voilà, c'est ce plan de von der Leyen de militarisation avec aussi le Macron qui offre le parapluie nucléaire français à toute l'Europe. Et je peux juste dire qu'il y a une hystérie en Europe qui est sans précédent.
Et je pense que cela devient vraiment un problème majeur. Et c'est clairement une opération qu'il faut investiguer plus. Parce que qui sont ceux qui poussent cela? Par exemple, il y a maintenant une nouvelle lettre ouverte par 18 académiciens à la retraite qui disent que la grande menace, ce n'est pas juste la Russie, mais aussi l'administration Trump, que les États-Unis avant été un allié, un protecteur, et maintenant ça devient un risque de sécurité pour l'Europe, un danger pour l'Europe. Et les gens qui ont signé cela, notamment, il y a Christian Mullin-Carlos, Marcela Claudia Mayor, Herbert Herfried Mückler. Toutes ces personnes sont des militaristes, des va-t-en-guerre. Ils étaient auparavant des atlantistes, mais maintenant que Trump est, est à la Maison-Blanche, ils sont sur la ligne britannique. Donc, ces gens-là sont sur les talk shows tous les jours en Allemagne et donc ils amènent tout ça à la population. Euh, ils disent cela en boucle à la population. Et aujourd'hui, Trump donc et Poutine peuvent résoudre la crise ukrainienne. Beaucoup de choses avancent, mais il y a eu des avertissements déjà que si les Européens essayent de, de, de pousser les Ukrainiens contre cet accord de paix entre Trump et Poutine et pour les pousser à continuer la guerre, alors ce sera vraiment de nouveau une nouvelle situation. Et donc, bien sûr, il y a aussi l'autre point de crise majeur. L'autre crise majeure, c'est la situation à Gaza. Il y a des petites étapes dans la bonne direction. Il y a les Égyptiens, le plan de reconstruction du pays arabe, de l'Égypte, de différents groupes. Et Haaretz a soutenu ce plan alors que le gouvernement israélien a tout de suite refusé. Et il y a des événements horribles à Gaza et en Cisjordanie qui continuent. Et maintenant, il y a une nouvelle commission des Nations Unies d'enquête qui a donné son rapport hier, ce rapport dit que Israël a intentionnellement attaqué et détruit le territoire palestinien, les, notamment les endroits les plus fertiles, imposant un siège, empêchant l'accès à la nourriture, aux soins, à tout ce qui est nécessaire pour les femmes enceintes, pour le soin des enfants, des nouveau-nés. Et, tout cela, bien sûr, reflète une situation que la crise au Moyen-Orient est absolument loin d'être résolue. Et l'autre chose qu'il faut regarder, c'est le fait qu'à la fois au Panama, il y a eu le président Trump qui a annoncé qu'il n'exclut pas l'option militaire même pour reprendre le contrôle et aussi par rapport au Groenland où il vient d'y avoir des élections où un parti a gagné. C'est un parti qui est pour l'indépendance, pour le Groenland, l'indépendance du Danemark, qui était pour l'indépendance. Mais le président Trump a dit que les États-Unis ont besoin du Groenland, que cela aura lieu, qu'il a parlé au Danemark, que la Danemark ne veut pas laisser son autorité sur le Groenland. Donc, c'est vraiment inquiétant car je ne pense vraiment pas que les États-Unis aient besoin du Groenland et le principe de la souveraineté doit être respecté partout, quelle que soit la taille d'un pays, ou qu'il ait beaucoup ou peu de gens. Il y a une bonne chose, je pense, c'est le fait que notre campagne déterminée pour avoir une solution au plus haut niveau, une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement. Et cette campagne a un écho important, et notamment Global Times hier a eu un éditorial où ils disent qu'il faut une nouvelle vision de sécurité pour quelque chose de soutenable, un accord international soutenable. Et
la sécurité d'un pays ne peut pas être bâtie sur l'insécurité d'autres pays, disent-ils. Il faut vraiment atteindre une paix à long terme et la stabilité sur le continent eurasiatique et dans le monde. Je pense que c'est vraiment un reflet aussi, je pense, du processus de la coalition pour la paix depuis maintenant plus d'un an. Et vous savez que l'initiative du président Xi Jinping, il y a cette initiative, il y a le président Poutine qui a fait dans sa récente discussion du FSB, il a dit qu'il est possible maintenant d'avoir une nouvelle architecture de sécurité en Europe et même au niveau global. Il y a donc les Chinois, les Russes et bien sûr nous-mêmes, les forces de l'Institut Schiller, qui font campagne pour un tel accord à un nouveau niveau pour que les parties de guerre arrêtent et que l'on se mette sur la table et que l'on fasse un accord de paix en accord dans les principes dans le même état d'esprit que la paix de Westphalie et qu'il faut arrêter de pousser les conflits ethniques, religieux, mais que tout d'abord, il faut se mettre d'accord que l'humanité, c'est ce qui compte en premier, une unité de l'humanité, et que nous sommes tous assis sur le même bateau. Nous sommes l'espèce créative, donc nous devrions être capables de trouver une solution à tous les conflits sur la planète. Je pense donc que c'est donc en quelques mots là où nous en sommes. Et je pense que c'est très, très prometteur, mais il faut il faut activer beaucoup plus de gens. Thank you, Helga, for that. Merci, Elga. Excellent overview of what's happening in the Merci, world. Elga, pour cette vision excellente de ce qui se passe dans le monde. I don't know, the chutzpah of seeing what Europe is doing right C'est now. vraiment important de voir tout ce que vous dites et cette situation est terrible. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment très, très important que nous nous mobilisions toujours. Elle a mis dans le chat une pétition qui a été développée il y a quelques jours. Au lieu de se réarmer, nous devons bâtir une nouvelle architecture internationale de sécurité. Donc, elle invite tout le monde à la lire, à la signer, à la faire connaître, à la faire circuler. Et nous allons continuer le ce dialogue. Nous avons un bon ami de la coalition internationale pour la paix, le colonel Richard Black, l'ancien responsable de la division pénale du Pentagone et donc ancien sénateur de Virginie. Et je vais vous mettre également ce qu'elle vient de dire en français, la version française de l'appel de la déclaration de l'Institut Schiller. Au lieu de nous préparer pour la Grande Guerre, bâtissons une architecture de sécurité mondiale. Try one more time. There we go. Voilà, nous entendons le colonel Richard Black. Merci de me permettre de parler aujourd'hui. Et nous avons vu des choses dans ces derniers temps et donc des choses, des choses incroyables. Il y a des choses qui se passent en Syrie, donc nous avons vu ce qui s'est passé en Syrie, des familles entières qui ont été tuées en Syrie où des djihadistes sont, sont, euh, sont, sont entrés dans des endroits, ont tué tout le monde là où ils sont allés. J'ai eu un appel la nuit dernière. J'ai eu une information d'une femme qui est qui est en contact avec une famille de 11 personnes qu'elle connaît bien et tous ont été tués, les hommes, les femmes, les enfants. Et c'est juste une famille parmi de nombreuses familles. Et il y a apparemment 15, 15 000 euh, euh, il y a énormément, en tout cas, de familles, notamment alaouites et autres, qui ont été tuées. Et donc, il y a aujourd'hui ce qui se passe contre les alaouites dans la province de Latakia et dans d'autres zones sur la côte. C'est la culmination de cette guerre, de cette guerre incroyable.
et de cette guerre qui a été lancée par Obama, puis continuée par Joe Biden, quand il a décidé de créer le plus de chaos possible avant que l'administration Trump arrive. Et l'un des principales choses qu'il a fait, c'est d'orchestrer, de pousser avec le renseignement turc, le Mossad, les renseignements britanniques. Il a poussé une opération sous couverture très efficace qui a fait s'effondrer le gouvernement syrien, particulièrement après Alep. Les terroristes ont pris le contrôle d'Alep. Le gouvernement le gouvernement a assez peu combattu, ils étaient fatigués, donc l'armée était fatiguée de toutes ces années de guerre, toutes ces opérations. Donc ils avaient été affaiblis, ils avaient plus leur champ pétrolier aussi contrôlé par les États-Unis, beaucoup de zones du pays en famine, une situation terrible et donc le pays s'est effondré. Il y a Mohamed Al-Joulani qui était un leader il a travaillé avec Abu Bakr al-Baghdadi, le leader de l'État islamique. Il a été prisonnier de l'armée i- américaine. Il a été mystérieusement délivré, précisément au moment où l'agence de renseignement a, a lancé le projet un projet qui était destiné à lancer une guerre massive par procuration contre la Syrie avec des djihadistes recrutés à travers le monde entier pour entrer en Syrie et renverser le gouvernement. Mohamed Al-Jolani était le fondateur d'Al-Qaïda en Syrie. Et pour rappeler, Al-Qaïda, et c'était le même groupe qui avait envoyé l'attaque infameuse du 11 septembre qui a tué énormément de gens au- euh, sur les tours du World Trade Center et au Pentagone. Et malheureusement, le, le gouvernement constitutionnel de Syrie s'est effondré. Ensuite, Al-Jolani a pris le contrôle. Il a changé son nom. S'est appelé Al-Shara. Il a changé, il a coiffé, coupé ses cheveux. Il a enlevé son uniforme. Il a mis un beau costume. Et il a dit qu'il était modéré, qu'il était là pour, euh, pour enlever la tyrannie du régime Assad. Et Assad était le gouvernement le plus démocratique d'ailleurs au Moyen-Orient. En comparaison, les autres pays du Moyen-Orient, et, et c'est principalement les pays arabes, sont dirigés par des rois, des princes, et personne ne vote pour ces gens, alors que c'était différent. En Syrie, ils avaient une constitution très avancée qui qui amenait la liberté de religion, de discours, d'expression. Et c'est l'une des premières fois que l'administration Biden euh, a soutenu Al-Shara comme étant le président, alors qu'il n'y a pas eu d'élection. Et ils ont immédiatement suspendu la Constitution. Ils ne respectent plus donc les droits humains. Ils ont enlevé la liberté de religion et la liberté d'expression. Donc, l'histoire que nous avons aujourd'hui est très sombre en Syrie. Aujourd'hui, on retourne en arrière très loin et quand et donc il y a eu déjà avant la Syrie le renversement de Muammar Kadhafi en Libye et le transfert d'armes ensuite de la Libye vers la Turquie pour aller vers la Syrie.
pour sous cette opération. Et donc cette armée a été soutenue et a tué 500 000 Syriens avec des, des viols et des crucifixions légalisées qui ont été présentées comme légales selon ces terroristes. Et ce gouvernement de Syrie maintenant est constitué de ces gens-là. Et ils vont de village en village, tout simplement, et ils réunissent tous les gens, les hommes, les enfants, les femmes, les civils, et ils les exécutent. Cela a commencé avec cette opération secrète conduite par Al-Shara, le nouveau président, et les opérations, c'était des opérations destinées à kidnapper des leaders de l'ancien gouvernement, les faire disparaître. Les vétérans de la division Tigre qui avaient combattu pendant la guerre syrienne ont fait une déclaration et ils ont combattu finalement. Il y a certains qui ont résisté à un moment donné et de l'ancien gouvernement, de l'ancienne armée, qui ont résisté qui ont fait une grande résistance, mais ils sont une faction très peu armée, très peu insuffisante, peu nombreuse. Il est intéressant la réaction qui a lieu en Europe. En Europe, la réaction, c'est de dire que c'est la faute du président Bachar al-Assad qui maintenant est parti à quitter le pays. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de gouvernement Assad organisé restant ici. Donc c'était juste on le dénonce lui comme étant le responsable alors que son gouvernement s'est effondré et ne gouverne plus. Et donc on fait cela plutôt que de blâmer le nouveau gouvernement. C'est intéressant que Al-Sharaf, alors qu'il essaye de se distancier de ces tueries de masse, il a envoyé des ordres en disant qu'il devrait arrêter de prendre des vidéos d'eux-mêmes en train de tuer des gens et arrêter de mettre ces vidéos où ils se filment et ils les mettent en ligne. Parce que tout simplement, c'est des preuves. Il y a des preuves, donc ils mettent des preuves en ligne eux-mêmes de ce qu'ils font. Il y a des gens qui se photographient avec ou en joie, ou se filment en joie, en train de passer dans ce village et de commettre ces tueries. Et il y a on voit ces vidéos où, par exemple, on voit quelqu'un là qui essaie de s'échapper dans la vidéo et puis on les voit qui lui tirent dessus. Et donc, il y a ces soldats djihadistes en uniforme qu'on voit qui vont qui vont attraper des gens, des hommes, des femmes, des enfants et qui les tuent, qui leur tirent dessus. Ça nous met dans une situation terrible. Et les seules personnes qui ont donné refuge aux Alaouites, ce sont les Libanais. Le Liban a autorisé beaucoup d'entre eux à traverser la frontière du Liban et, et les Russes se sont mis dans une position où, où ils ont toujours ces bases en Syrie et ils sont là-bas alors qu'il y a donc ce nouveau gouvernement d'Al-Qaïda. Ils ont pris la décision avec cette base militaire. euh, et bien, en fait, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas laisser ces gens se mourir. Donc, ils ont autorisé 700 000 personnes à entrer dans les bases et les gens terrorisés, des gens qui allaient, des témoignages de gens qui disent, voilà, on voyait des gens en armes entrer dans les maisons, dans les villages et tuer comme ça, comme un divertissement. Dieu bénisse le commandant russe qui a pris cette décision d'ouvrir la base aérienne russe, car son cœur ne pouvait pas accepter de laisser de regarder ces gens se faire tuer. Nous sommes dans une position où le président Trump
pourrait clairement s'opposer à cette guerre en Syrie. Il a essayé d'arrêter cette guerre en Syrie, mais maintenant il n'y a plus de gouvernement légitime en Syrie. Il y a seulement ce groupe de djihadistes dirigé par Al-Sharaf. Et nous avons des troupes. Nous avons des troupes dans le nord de la Syrie. Nous avons des troupes proche de Damas aussi, dans une zone proche de Damas. J'aimerais que nous mettions une pression militaire sur les djihadistes pour arrêter le massacre de ces gens. Et je veux mentionner, avant de m'arrêter, que les Alaouites sont très connus à travers la Syrie comme étant les amis des chrétiens. Et les Alaouites, les femmes alaouites, les femmes chrétiennes sont connues comme étant les femmes bikini parce que à cause de leur façon occidentale de s'habiller, leur façon occidentale de vivre. Les Alaouites sont les gens les plus efficaces. Ils sont très modernes, très intellectuels, des gens très intellectuels. La destruction de la tuerie de ces gens, c'est vraiment c'est l'élite intellectuelle de la Syrie que l'on est en train de détruire. C'est une grande tragédie humaine pour le monde que, que nous ayons destitué, que nous ayons renversé un gouvernement euh, par cette guerre de procuration avec des djihadistes. Et Marco Rubio a fait une déclaration très excellente euh, pour parler pour les Alaouites en Syrie. Il a, il a rendu coupable le gouvernement et donc je veux l'applaudir pour cela. Merci, Colonel Black, pour vos analyses qui sont toujours appréciées. Donc, il y a eu un article que vous avez écrit que je vais mettre dans le chat. Merci pour votre contribution à cette discussion. Je vais faire juste quelques... Il y a une petite modification. Nous avons un invité spécial qui nous vient de Gaza. C'est Dr. Faraz. Il a fait beaucoup de voyages. Il a beaucoup travaillé à Gaza et avec d'autres docteurs et avec le docteur Faraz. Il a travaillé dans différentes zones, nombreuses zones de guerre, et je veux qu'il vienne, qu'il prenne la parole pour nous donner un rapport de cette situation terrible. Merci, c'est à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis arrivée à Gaza il y a une semaine à peu près. Je suis dans un complexe hospitalier à l'ouest du pays, près de la côte. Les choses sont... Bon, il y a moins de tueries qu'il y a un an. Il y a moins de gens qui se font tuer par violence, c'est certain. Mais on pourrait dire les limites structurelles, mais le fait que cette société a simplement été anéantie et vu le niveau de destruction dans tout le pays, c'est absolument ahurissant. J'ai été dans un autre hôpital à peu près 1,6 km d'ici. Et il n'y a aucun bâtiment qui n'est pas endommagé. Il y a des blocs entiers où tout a été détruit, tous les immeubles ont été rasés. Il y a des dégâts structurels partout. Et les gens habitent ces bâtiments dans des circonstances inimaginables. C'est pratiquement que les décombres tombent sur la tête des gens, des habitants qui y retournent pour essayer de récupérer des objets dans leur vieil foyer. Nous avons eu une personne qui a été détruit pas mal. Tout son rein de gauche avait été ouvert par les décombres
Et puis l'autre blessure que nous voyons beaucoup, ce sont des blessures par balle. Cela semble être une spécialité ici de tuer son rival par balle. Mais c'est un symptôme de la désintégration sociale. Quand on détruit tout ce dont les gens sont dotés, qu'on les affame, c'est le résultat. Et ce qui est particulièrement énervant, c'est quand, par exemple, j'ai été chez la directrice des infirmières de notre hôpital avec le monsieur et ses 5 fils. Et les histoires qu'il raconte, ce n'est qu'une famille, ce n'est qu'un foyer qui m'ont raconté des choses pendant 2 heures seulement, 2 heures de souffrance, de douleur. Et ce sont des personnes relativement fortunées en Palestine parce qu'ils ont 2 logements qui n'ont pas été détruits. Mais là, s'asseoir avec ces gens pour entendre leurs expériences, c'est quelque chose. Ils racontent, voilà ce qui s'est passé ici, un bombardement, celui-ci a été tué, celui-là a été blessé. Le prix à payer pour ces gens est extrêmement lourd. Le fils aîné a 17 ans, il adore les États-Unis, il aime beaucoup la culture américaine, il a appris l'anglais lui-même de son propre chef et il veut absolument aller aux États-Unis pour vivre, pour étudier, etc. Et maintenant, ces gens sont mentalement et spirituellement épuisés. C'est vraiment très, très triste. Et tout cela, c'est de notre faute. Je veux bien admettre que les Israéliens ont commis des crimes ici, mais nous aussi, les États-Unis, avons commis des crimes. Voilà le message que j'ai de transmettre aux gens, aux Américains, pour leur dire en quoi nous avons eu, nous en sommes capables. Je sais que votre connexion, dit Anastasia, n'est pas très bonne, mais nous apprécions beaucoup ce que vous faites avec les médecins sur place. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, même au risque et péril de votre vie. Merci beaucoup. Comme vous l'avez entendu de la part du docteur Feroz, c'est terrible ce qui se passe sur place. Et ce que nous, en tant que Coalition internationale pour la paix, essayons de faire, c'est de ramener la paix, un cessez-le-feu dans la région. Maintenant, je vais demander à Graham Fuller, un ancien diplomate américain et un intellectuel qui connaît très bien l'islam. Il faut qu'il se fasse entendre. Pas encore. Vous m'entendez? Merci, Anastasia. On m'a demandé de parler surtout de la crise en Europe, mais je suis heureux que je vais parler de la boucherie continue qui semble accompagner la vie au Moyen-Orient et la politique là-bas à cause de l'input de l'Occident.
Mais je vais pas regarder quand même la situation en Europe parce que je pense que c'est une crise sans précédent à laquelle Helga a fait référence tout à l'heure. Mais je n'ai pas vu des crises pareilles depuis toujours dans ma vie. Je crois que l'Europe se trouve face à un moment de vérité. Qui sommes-nous? Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos orientations stratégiques? Maintenant et à plus long terme. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour comment je définirais l'Europe. J'ai répondu, c'est une question intéressante. On peut dire peut-être qu'il y a deux Europes. Une qui était les forces alliées qui ont contribué à la création de l'OTAN, qui ont libéré la France, l'Italie, ces forces-là, la Belgique, la Hollande. Mais la seconde Europe est arrivée bien plus tard avec l'expansion originale de l'OTAN il y a quelques années, qui ont déclaré presque tous les États est-européens qui avaient fait partie de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie, dès lors qu'ils ont été admis dans l'OTAN et qu'ils ont participé à l'expansion à l'est de l'OTAN. Ce qui est important n'est pas seulement leur endroit géographique, mais la mentalité qui règne dans ces entités, parce que cette mentalité émanait en grande partie à l'ouest d'une tradition, mais les pays est européens avaient été brutalisés pendant des décennies à cause de leur appartenance à l'Empire soviétique. Donc, il y a une mentalité différente dans ces deux groupes de nations. Les Est-Européens ont une peur légitime ou compréhensible vis-à-vis de la Russie qui remonte des fois à des siècles. Ça ressemble un peu l'histoire dans ces pays-là, un genre de jigsaw, de puzzle où les frontières ont changé au cours des années, au cours des décennies, très rapidement et très souvent. Mais d'un autre côté, l'Union soviétique n'existe plus. L'état actuel de Russie est très différent du point de vue idéologique, économique et tout le reste. Donc, je pense qu'il serait erroné de perpétuer cette hostilité traditionnelle vis-à-vis de la Russie, même si la peur est compréhensible dans ces pays est-européens. Et je dois dire que c'est un peu un dessein stratégique des États-Unis consistant à bâtir l'OTAN non pas en institution défensive, mais en tant qu'institution représentative de la puissance militaire et autres des États-Unis, mais des États-Unis en tant que puissance globale, mondiale. Il y a eu la tentative de repousser les frontières de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie et que c'est cela qui était la cause primaire du conflit actuel, ce en dépit des années de mise en garde de la part de Moscou et aussi de la part de beaucoup de diplomates américains qui ont vu le danger et qui ont mis en garde contre. Donc maintenant que nous avons la guerre contre laquelle la Russie a averti pendant très longtemps. Alors, on ne peut qu'imaginer ce que les États-Unis feraient si le Canada ou le Mexique devaient accepter des bases militaires russes près de nos frontières. Les États-Unis ne les accepteraient pas, même pas pendant 24 heures.
Donc, la guerre en Ukraine est perdue, c'est évident du point de vue de l'OTAN, de l'Occident. On ne peut plus nier cette vérité, cette réalité, que même le New York Times commence à faire des reportages beaucoup plus objectifs sur la réalité sur le terrain. J'ai peur, mais c'est pas vraiment que j'ai peur, mais je suis content que l'administration Trump commence à se rendre compte de cette réalité, enfin, vis-à-vis de l'Europe. Vous m'entendez toujours, demande-t-il. En tout cas, pour retourner, pour reprendre ma pensée, la menace à l'Europe est ironique parce que l'Europe, qu'on ne veuille ou pas, se trouve sous protection américaine depuis pratiquement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle dépend de l'argent qui vient de l'Ouest, du soutien militaire fourni par les États-Unis pour l'idéologie anti-russe qui accompagne ces politiques russes. Je ne veux pas insulter les Ouest-Européens, mais je dois dire qu'ils ont été intoxiqués en quelque sorte à dire oh là 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 là, il y a des menaces terribles là dans le monde et ce n'est que les États-Unis, ce n'est que l'OTAN qui peut nous protéger. Je demande souvent à des dirigeants européens et ils me disent, mais nous n'avons pas de politique étrangère européenne, nous n'avons pas de politique indépendante. Donc, l'idée de la paix en Europe se présente maintenant comme une menace majeure à l'avenir de ces pays. C'est assez incroyable. Et comme Helga l'a dit, il y a toute une agitation visant à perpétuer la guerre en Ukraine et à bloquer les efforts de l'administration Trump de négocier un règlement avec Poutine. Je ne sais pas où ça va en finir, mais je peux penser que l'Europe se trouvera dans une crise d'identité profonde. Si elle n'est pas définie par l'OTAN, si elle n'est pas définie par la Russie en tant qu'ennemi, qui est-elle, cette Europe? Les dirigeants disent, oh, nous allons continuer la guerre même si les États-Unis s'en retirent, mais ça, c'est une blague. C'est impossible. L'Europe ne pourra pas maintenir une position anti-russe en Ukraine. Donc, je ne sais pas où la Russie va aboutir, mais je crois qu'il faut répondre au problème de ce sentiment anti-russe. OK, si vous êtes dans les Pays-Bas, je peux comprendre qu'ils ne sont pas confortables à vivre sur la frontière avec la Russie. De même que si on est Canadien, on n'est pas tellement confortable du fait que nous avons une frontière commune avec les États-Unis. Pareil pour le Mexique et les Mexicains. Mais ce sont des problèmes qu'on peut soulever, qu'on peut résoudre au nom d'une politique de sécurité globale, prenant en compte les intérêts de toutes les nations européennes, Russie comprise. C'est une alliance qu'il faut bâtir et les jours de l'OTAN sont comptés. Donc, j'espère quand même que l'Europe va retrouver la raison. Sinon, je ne vois pas d'issue. Parce que l'Europe semble croire qu'elle ne peut pas vivre sans les États-Unis.
alors que elle a été prisonnière de la politique américaine et de la politique de l'OTAN pour accepter toute l'entreprise hégémonique globale des États-Unis, y compris la Chine. Maintenant, les États-Unis disaient, voilà, nous allons étendre l'OTAN jusqu'à la Chine, jusqu'à la Pacifique. Nous allons affronter la Chine. Et nous voulons que les autres pays asiatiques nous rejoignent, soutiennent notre effort dans ce sens. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'existe pas de menace géopolitique de la part d'autres puissances, mais on peut les gérer, on peut y faire face à travers des négociations, à travers des entretiens, etc., du moment où on tente d'établir une alliance des intérêts divers. Cela remonte à l'époque de Gorbatchev, où on a tenté à l'époque de bâtir une nouvelle architecture de sécurité. Et maintenant, c'est plus nécessaire que jamais, allant même de l'Espagne jusqu'à la Russie. Il faudrait penser évidemment en dehors des schémas habituels, mais peut-être qu'il faudrait penser que l'Europe pourrait se joindre aux BRICS. Ça semble farfelu, mais sinon, je ne vois pas d'issue pour l'Europe comme manière de résoudre cette crise d'identité. La guerre permanente, la guerre constante n'est pas une option, surtout dans un monde qui change aussi rapidement que maintenant. Merci beaucoup, Graham. Nous apprécions beaucoup votre contribution. Je vais demander maintenant à Mossi Raz d'intervenir. Je sais qu'il ne peut pas rester longtemps avec nous. C'est un ancien membre du Knesset israélien et un dirigeant de Peace Now, la paix maintenant en Israël. Bonsoir pour vous, pour nous ici. Je vais vous parler de Gaza. J'espère qu'il y aura la paix à Gaza et j'espère que la guerre va finir bientôt. Il y a tant de gens qui souffrent. La Ligue arabe s'est réunie la semaine dernière pour tenter de construire un pare-feu. Ils ont adopté ce plan égyptien qui est un bon plan pour Gaza pour résoudre la crise là. Les Palestiniens veulent, ou les nations arabes veulent reconstruire Gaza, développer la région. Ils comptent lever beaucoup de fonds pour cela. Et je pense, pour le dire dans mes mots à moi, je pense qu'il manque des parties importantes dans leur plan. Tout d'abord, la manière de parvenir à un accord de cessez-le-feu sur toutes les villes, aussi pour la libération des prisonniers, pour que Israël se retire militairement de Gaza. Et ça prendra du temps avant que l'autorité palestinienne soit suffisamment puissante pour assumer les responsabilités d'administration et le Hamas va rester sur place entre-temps. Je pense que c'est pas seulement parce que le Hamas a commis des crimes de guerre, mais il n'y a pas d'option pour un État palestinien indépendant tant qu'il y aura deux gouvernements.
il n'y a aucun parti, aucune organisation, aucune famille ne veuille choisir son côté. La Hamas est peut-être plus fort actuellement que l'autorité palestinienne, mais il faut voir. Puis ils veulent désigner une commission de technocrates. J'ai vu que certains d'entre eux, la plupart ne font partie d'aucun parti politique, ce sont des professionnels. Je crois qu'ils sont acceptés par l'autorité palestinienne, par l'Égypte, par Israël, etc. Et ils sont censés gouverner Gaza sous l'égide de l'autorité palestinienne. Et bien sûr, nous avons besoin de la paix. Sans instaurer la paix, il y aura une autre guerre. Donc, il faut un règlement à long terme. Par exemple, des élections à Gaza, parce que les dernières élections palestiniennes étaient en 2019. Les dernières élections étaient démocratiques, avec des observateurs internationaux. Et après cela, il faut travailler vers l'initiative de paix de la Ligue arabe, une solution à 2 États avec l'échange de territoires entre Israël et la Palestine. Et bien sûr, là n'est pas la seule crise au Moyen-Orient. Nous avons entendu des nouvelles déchirantes de la Syrie. Il y a eu une boucherie contre les Alaouites. Je suis d'accord avec ce que le colonel Black a dit à ce propos sur certains points, mais pas forcément ce qu'il a dit sur le régime précédent d'Assad. Je sais que 90% de la population a voté pour lui, mais on sait bien que ce n'était pas une élection démocratique. Mais il y a eu quand même le massacre de centaines de milliers de Syriens sous ce régime, non pas de la part d'Israël, mais de la part du gouvernement. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce que le sénateur a dit à ce propos, mais je suis tout à fait d'accord sur ce qu'il a proposé comme une solution. Et j'espère que la prochaine fois que nous nous réunirons, ce sera après l'appel sur la libération des prisonniers et des otages et que les négociations sur la fin de la guerre auront commencé pour parvenir à un accord de paix entre Israël et la Palestine. Merci, Monsieur Mosiras. Nous aurons certainement des réactions de la part des personnes qui sont avec nous aujourd'hui et nous devons pouvoir discuter des différentes opinions. Donc, nous allons passer à une discussion ouverte bientôt. Avant, je vais demander à Monsieur McGovern, un très bon ami de la Coalition internationale pour la paix, un interventionniste bien connu et un cofondateur des VIPS, des anciens du renseignement et militaire américain. Excusez-moi pour mon retard. J'ai écouté de près ce que disait mon ancien collègue Graham Fuller
Et je suis d'accord avec les certitudes et les incertitudes qu'il a évoquées. Maintenant, je crois que les dirigeants russes font preuve d'une confiance que j'ai très peu souvent vue par le passé. D'une part, ils ont gagné la guerre en Ukraine. Et deuxièmement, ils vont repousser l'incursion dans le Kursk, en Russie. Il y a peut-être à peu près 10 000 troupes ukrainiennes encore sur place en Russie. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Poutine s'est rendu sur place là-bas en uniforme militaire, ce qui est très rare. En fait, je ne me rappelle pas avoir vu Poutine dans un uniforme militaire dans le passé. Et il a dit, voilà, nous allons finir le travail à Kursk. Nous avons... il a dit que nous ne savons pas ce que les dirigeants ukrainiens vont dire aux soldats de faire, mais il y a aussi des mercenaires sur place, il y a des terroristes sur place. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On pourrait faire certaines choses avec ces gens-là qu'on ne ferait pas avec des soldats d'une armée régulière. Mais ce que je veux dire, que Poutine fait preuve d'une confiance extraordinaire et Sergei Lavrov aussi, qui a été en réunion avec, qui a donné une interview avec deux Américains, le juge Napolitano et quelqu'un d'autre. Il a dit avec beaucoup d'humour d'ailleurs, il a dit à propos de Ursula von der Leyen il l'a appelée la Führerin, plus ou moins. Et en parlant d'Europe, il a dit, ah oui, Macron, et il a accusé Macron d'avoir menti. Il a menti à ce propos, à cet autre propos, etc. Ce qui est vrai. Mais c'est quand même assez gros qu'un ministre des Affaires étrangères accuse le président d'un autre pays de mentir. Mais sa promesse de protéger ou son offre de protéger les autres pays européens avec la force de frappe n'est pas très sérieux. Et Lavrov parlait en anglais donc dans cette interview, lors de cette interview, qui est encore disponible sur Internet pour ceux qui veulent l'entendre. Alors, que pensent les observateurs, les commentateurs habituels de la scène politique? Je crois qu'il y a aussi Medvedev qui a dit la semaine dernière ou cette semaine que les dirigeants en Europe occidentale, ce sont des pygmées. Donc, Poutine dit à ses troupes, voilà, je veux que vous finissiez le travail à Kursk le plus vite possible. Donc, la pression a redoublé. Et se peut que les Russes soient trop confiants. Macron n'a que 3 bombes, mais une seule bombe peut mener à un échange nucléaire, à une perte de vie terrible. Donc, bien qu'il soit confiant, il y a quand même une bataille dure à mener avec le président Trump aussi. Il a dit, Trump, par exemple, qu'il veut imposer des sanctions à la Russie. Hein? C'est pas très sérieux. Mais la bonne nouvelle pour tous ces pygmies à la tête des pays européens, on peut dire, hey, décontractez-vous, relaxez un peu.
Il faut simplement affronter un peu votre complexe militaro-industriel chez vous et aux États-Unis. Parce que la vérité, c'est que l'Union soviétique s'est dissoute en 1990. Il y a eu une implosion. La Russie a pris la suite et elle ne veut pas mettre la main sur d'autres pays européens, sur la Pologne, la Roumanie ou autres. Ils ont déjà, Poutine est entré en Ukraine, mais la vérité, c'est qu'il est arrêté au bout de 6 semaines après l'invasion. Il n'est pas allé plus loin, Poutine. Il y a eu même des négociations sur un règlement 6 semaines après le début et un règlement avait été convenu par l'Ukraine et la Russie, qui a été ensuite rompu par l'Occident. Les sanctions font mal à la Russie. La Russie veut mettre fin à la guerre, c'est sûr, et aux sanctions. Il y a aussi certains aspects qui ont été peu mentionnés, qui sont importants. La bonne nouvelle, c'est que Kash Patel dirige le FBI actuellement et Tulsi Gabbard est la directrice du renseignement national. L'Institut Schiller était parmi ceux qui essaient de faire comprendre aux gens le profil de Tulsi Gabbard et elle a été effectivement approuvée par le Sénat, sa nomination, grâce aux efforts de l'Institut Schiller, entre autres. Mais la mauvaise nouvelle, elle est mauvaise. Beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, c'est qu'elle a pris comme député, comme adjoint, Daniel Davis, un ancien colonel. C'est un ancien de l'armée. Il a aussi dénoncé les méfaits des États-Unis par la suite dans les guerres, dans les mensonges des renseignements, etc. Et Tulsi Gabbard, face à cette possibilité de le nommer et face aux pressions de complexes militaro-industriels, elle a retiré, il semble qu'elle va retirer son choix. Alors, elle pourrait dire, voilà, j'insiste là-dessus ou bien je démissionne. Alors, je sais qu'à un moment donné, Tulsi Gabbard va devoir démissionner parce qu'elle a une conscience. Et je pense qu'elle a une conscience pour dire que si on ne me laisse pas faire ce que je veux faire, ce que je pense être nécessaire pour le pays, alors je ne peux plus continuer dans mes fonctions. Cela s'est déjà produit dans le passé en 2009, au moment où le directeur du renseignement national, il s'appelait l'amiral Blair, il a choisi Chas Freeman comme adjoint. Chas Freeman, c'est le meilleur possible. Il est brillant. Il connaît tout sur Washington, sur le renseignement, sur les estimations à donner au président. Et Chas Freeman, il a été choisi donc par cet amiral Blair, mais face à l'opposition, face à la pression de ses adversaires dans cet état profond, sa nomination a été retirée très vite.
Donc, il faut bien comprendre ce qui est en jeu ici, ce à quoi doit s'affronter Tulsi Gabbard. Elle se trouve devant des défis énormes, nous aussi, mais quand même, elle a privé John Brennan, l'ancien directeur de la CIA, du droit d'accéder à des renseignements confidentiels. Elle l'a barré de la liste des personnes autorisées. Et Brennan n'était pas le seul. Jack Sullivan aussi, Tony Blinken aussi, et James Clapper, etc. Mais Brennan est particulièrement important parce qu'il est maintenant un commentateur à CNN et il dispose de beaucoup de crédibilité en tant que source d'information parce qu'il a accès à ces renseignements secrets. Alors après cette décision de Gabbard sur Brennan, ils ont été à la télévision, lui et Clapper, pour dire « Ah non, non, ce sont les Russes, ce sont les Russes qui sont derrière cette décision. » Mais le fait est que maintenant, quand Brennan dit quelque chose d'invraisemblable, qu'il affirme sur CNN, il ne va pas être cru de la même manière. Il n'est plus aussi crédible. Donc, c'est pas une énorme chose, mais c'est intéressant. Dernièrement, enfin, je vais dire que l'État profond, le Deep State, vit encore, existe encore, est battant. La Russie le sait, les militaires russes le savent. Ils sont inquiétés par les capacités militaires occidentaux plus que par leurs intentions. Donc, la Russie est peut-être un peu trop confiant parce que Trump dit une chose un jour, le contraire le lendemain, mais il faut faire attention. Ce qui est important, c'est que notre population dispose des connaissances nécessaires et suffisantes pour prendre des décisions et pour faire des jugements. Et dès lors, ça ira mieux. Je vais soulever maintenant brièvement le cas de Seth Rich. Je crois que c'est une personne qui avait travaillé dans l'équipe de Hillary Clinton et qui a dénoncé le fait que les emails, les courriels de Hillary Clinton, la candidate, n'avaient pas été piratés par les Russes et il avait transmis ces informations à Wikileaks de Assange. Et peu après que ce scandale ait éclaté, cette personne a été retrouvée tuée par balle dans les rues de Washington. Juste pour dire qu'il y a aussi des dangers. Maintenant, je vais dire que le lundi prochain, l'FBI devait dévoiler des renseignements sur cette personne qui s'appelle Seth Rich. Et le bureau, le FBI ne l'a pas fait. Ou alors ils ont seulement transmis des documents avec beaucoup de censure. Kash Patel, le directeur du FBI, avait exigé la production de ces documents, mais le FBI, les personnes, les responsables dans les bureaux pertinents ont refusé de les transmettre. C'était pareil
lorsque la ministre de la Justice, Madame Bondi, avait demandé des informations sur une autre affaire, sur Epstein, l'affaire Epstein. Et l'FBI a refusé de transmettre des documents sous divers prétextes. Je vais citer encore une fois Poutine. Il y a 2 ans à peu près, il a dit, moi, j'ai accueilli beaucoup de présidents américains qui semblent très cordiaux, très bien. Et puis d'un coup, je comprends que les gens en lunettes noires, portant des cartables derrière, qui sont bien habillés, ils entrent et puis ils disent au président qui donne les ordres. Et c'est ce qui semble se produire maintenant en ce moment. Mais on va voir ce qui va se passer avec Tulsi Gabbard. Et nous devons continuer à informer les Américains de certaines réalités stratégiques et des questions relatives à la sécurité intérieure et pour protéger pour promouvoir la justice sociale. Et pour citer Martin Luther King que je voulais faire, mais je vais citer plutôt Sevim Dagladen, qui était une députée du Bundestag allemand, qui est dirigeante de l'Alliance Sarah Wagenknecht. Dagladen a dit ceci, Dion, c'est notre premier devoir dans ce royaume des mensonges il est traduit maintenant en anglais. Dans ce royaume de mensonges, notre premier devoir, ce royaume de menteurs de Ursula von der Leyen, de ne pas nous laisser prendre pour stupides. Alors, ne soyons pas stupides. Maintenant que nous savons ce qui se passe dans le monde, nous devons réunir nos efforts pour faire en sorte que nos voisins, que nos concitoyens et que tous les autres savent ce qui se passe réellement. Et pour cela, je peux aussi recommander l'Executive Intelligence Review et aussi l'alerte quotidienne que cette publication publie. Et je pense que nous pouvons tourner les choses à l'avantage du bien. Merci. Merci beaucoup, Ray, et merci pour votre soutien à l'Executive Intelligence Review. Vous savez, il y a beaucoup de contenu dans ce que vous avez dit, mais je vais passer maintenant à Helga pour ses commentaires. Il y a donc beaucoup de choses, mais donc je veux répondre à Graham parce que la situation en Europe donc est un peu différente. La division qu'il y a en Europe, car l'establishment en Europe, qui était dominé par l'OTAN, un establishment dominé par l'OTAN depuis longtemps, eh bien en fait maintenant ça a changé avec Trump qui est arrivé à la Maison-Blanche. Ils ont tourné vers les Britanniques. Ils sont maintenant à l'Union européenne. Et donc, on voit ces gens qui sont dans la militarisation. Et il y a beaucoup d'autres
tendance. Si vous regardez l'Europe de l'Est, ce n'est pas si unifié que ce que vous disiez, car il y a la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, et même ils essayent d'annuler les élections, de réprimer les élections, et le président le candidat qui a eu le plus de voix est anti-Union européenne pro-Russie. Il y a même en Géorgie, il y a une situation très, très, très différente, très variée selon ce que pensent les gens, très instable entre pro-européens ou anti-Union européenne. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la ligne européenne. Il y a eu aussi en Croatie, il y a une élection qui a été gagnée de manière grande par quelqu'un qui a le même profil critique de l'Union européenne. Donc il y a l'Autriche aussi, la Croatie, un peu différente, mais il y a aussi la Croatie. Donc la dynamique est très, très, très divisée en Europe. Mélanie a fait la déclaration disant qu'elle veut être un pont entre les États-Unis et l'Europe. Donc c'est très loin d'être unifié. Donc je ne, je pense qu'une des raisons pour laquelle il est important de se battre pour l'Europe, si l'on regarde la longue histoire la longue histoire de l'Europe, eh bien l'Europe a des choses à contribuer. Il y a la culture classique européenne depuis la Renaissance italienne à la période classique allemande, à la période classique danoise. Il y a eu beaucoup de pays, même entre la Pologne et la Lituanie. Il y a eu l'acte de Yagalonia qui a fait une constitution, qui s'est battu pour une constitution avant la constitution américaine, 300 ans avant, qui avait déjà les mêmes principes. Donc il y a une riche tradition. Et si cela a été perdu, ce serait une honte pour toute l'humanité. C'est pour cela que nous devons nous battre pour retrouver la vraie identité des Européens. Et j'ai une demande réelle, importante pour les gens comme vous, Graham, et aussi Ray et d'autres qui peuvent être aussi sur ce programme. Nous devrions, je pense en fait que le point faible de toute cette militarisation qui se développe en Europe, elle est basée sur la base que le Poutine va attaquer l'Europe, qu'il ne va pas être satisfait avec l'Europe, qu'il va appeler les pays baltes, la Pologne, et que de là, ensuite, il prendra d'autres pays de l'OTAN. Et ça, selon mes observations, je ne suis pas une agente de Poutine, ça c'est certain. Ce serait une insulte de m'appeler comme cela. Donc, mais en tout cas, je pense que ça serait important, très important, de développer un argumentaire qui puisse convaincre les gens qui sont mal informés, qui suivent les médias mainstream c'est incroyable, c'est juste incroyable. En Allemagne, on ne peut pas allumer les nouvelles, les infos, quel que ce soit un programme de famille, un programme religieux, un programme sportif ou quoi que ce soit. Partout, on entend parler des choses horribles sur la Russie, quelque chose de beau sur l'Ukraine. Donc, c'est 24 heures de lavage de cerveau permanent. Et si on regarde tout ça d'un point de vue du renseignement, étant donné que vous êtes un professionnel du renseignement, Ray McGovern, eh bien, on pourrait développer un argumentaire qui ne puisse pas être contré parce qu'il est factuel et il est convaincant. Et ce n'est pas en fait dans l'intérêt de la Russie. Il faut expliquer que ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie ni dans l'intention de la Russie de prendre le contrôle de l'Europe. Car si je pense qu'il y aurait beaucoup d'analystes militaires en France, en Allemagne, en Suède, en Suisse, en Italie, qui sont tous d'accord avec cela, mais on ne les entend pas, ils ne sont pas entendus. Donc s'il y avait quelque chose comme des professionnels du renseignement du monde entier, les professionnels du renseignement unis, on pourrait l'appeler un peu comme ça serait très, très bon pour contrer toute cette propagande. Ça serait ma suggestion, ma suggestion. I don't know if Ray or Graham, if you have a response Je ne sais to pas that. si Ray ou Graham, vous auriez une réponse ou quoi que ce soit qui a été dit.
Et Dennis Speed dit, nous avons besoin d'une réponse de Ray McGovern sur cette idée des gens du renseignement unis. Alors là, il parle en russe. Sur la Pravda, il y avait écrit Prolétaires du monde entier, unissez-vous. Nous, nous nous avons sur sur notre association, avec notre association vétérans du renseignement, pour le retour à la raison, nous avons fait beaucoup de choses, des mémos que nous avons écrits sur l'Ukraine. Biden les a pris sans doute et les a mis dans la poubelle et il ne nous a pas lus. Nous essayons d'éduquer, nous, nous, nous nous essayons d'éduquer les dirigeants et donc avec les professionnels du renseignement, nous, nous faisons beaucoup. Graham aussi fait beaucoup et c'est l'une des personnalités importantes de notre association. Et je pense que les déclarations sont très importantes. Je pense que nous pouvons aller de l'avant, mais nous devons faire des actions aussi. Euh, la- 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 L'espoir, sans l'action, sans du bon travail, ça ne va pas loin. Je pense que nous devons trouver des façons, d'une certaine façon, de passer dans les médias en Allemagne, alors de sortir du plafond de verre quand on voit tout ce qu'ils disent. C'est incroyable. On a vu cette histoire qui est sortie, par exemple, de quelqu'un qui a été payé par la CIA pour écrire des articles. Il faut trouver des choses, il faut réussir à faire des choses plus intelligemment. Il faut éduquer les gens à reconnaître, à comprendre tout ça. Et il faut avoir des nouvelles choses. Mon ami Denberg, avait l'habitude de dire la différence entre ne rien faire et faire quelque chose, c'est tout. Ça fait toute la différence. Et, et donc, il aimerait aussi voir Graham parler, qu'il puisse parler de l'Europe de l'Est, qu'il puisse commenter sur ce qu'elle a dit. Go ahead, Graham. Donc, c'est à Graham Fuller de prendre la parole. Oui, je suis, je suis d'accord. Je suis très d'accord avec les remarques d'Elga et avec ce qu'a dit Ray en soutien à cela. Je pense, pour moi, et je sais que Ray et moi, nous en avons parlé ensemble de toutes ces choses. Je pense que l'une des choses les plus déprimantes qui arrivent avec cette guerre en Ukraine, pendant cette guerre en Ukraine, c'est de voir à quel point Washington a été capable d'imposer son message et, et toute sa vision de ce problème, pas juste sur le New York Times, qui a été toujours dans la ligne des gouvernements américains depuis les 20-25 dernières années. Ça a été dans le passé, avant cela, les plus distingués, et puis, mais je- ce que je suggérerais, si le Washington Post et le New York Times, et que qu'il faudrait que tous les journaux américains et que ça se répande en Europe, dans le Guardian, le Frankfurter Allgemeine Zeitung et d'autres institutions de ce genre pour que cela devienne très clair que les États-Unis manipulent l'opinion des journaux, de montrer, enfin, il faut montrer comment ça va de tel journal, du genre New York Times et Washington Post, puis ensuite c'est répété partout dans tous les États-Unis, en Europe et tout. Ils répètent tout cela et je pense que je, je- nous soutenons avec Ray ces choses-là. C'est ce qui se passe avec les médias alternatifs sur Internet, et que ce soit lui et moi et d'autres personnes très sérieuses, incluant Chess Freeman, qui est peut-être l'un des numéros un des penseurs sur toutes ces choses. Tous nous parlons
Nous parlons sur ces médias alternatifs et cela inclut l'Institut Schiller qui nous offre des opportunités comme celle-ci. Et l'EIR, merveilleux, c'est merveilleux. L'EIR, l'information journalière de l'EIR en anglais. L'EIR Alert, c'est tout ça et tous ces médias alternatifs, c'est très inspirant. Je ne sais pas comment nous pouvons arriver à un discours plus objectif avec ces journaux qui sont sous le contrôle de Washington pour une raison ou une autre. Peut-être que maintenant, avec les changements d'administration à Washington, j'ai même vu que le New York Times, il y a des bonnes recettes, ils parlent du sport, ils font des choses très intéressantes. Mais en dehors de ça, même le New York Times commence à, à- et il était prévisible dans le New York Times qu'à chaque fois qu'il parlait de la guerre en Ukraine, il disait guerre non provoquée. Mais nous savons que c'était un mensonge. Et maintenant, j'ai le sens que le New York Times se retire face à la réalité, en fait, change un peu de son discours. Ça donne un peu d'espoir que même les médias mainstream seraient forcés avec cela un petit peu d'honnêteté. Et donc, après avoir été sous le contrôle depuis si longtemps. Le New York Times, oui, clairement, c'est une recette de la destruction depuis longtemps. Il a la recette de la destruction. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si Ray, Graham ou Elga avaient d'autres réponses à amener. N'hésitez pas. Sinon, maintenant, nous allons aller dans la période de discussion. Il y a des questions. Donc, nous sommes actuellement 240 sur le Zoom et, et d'autres qui suivent sur YouTube. Donc, nous allons passer à la période de discussion. Si vous voulez participer à la discussion, enfin voilà, c'est sur Zoom que les gens, là où vous êtes, voilà, que l'on peut participer à la discussion. Puisqu'il y a des gens aussi qui suivent sur YouTube en direct, en anglais ou en